mon ami Ratier m'a confié une tâche difficile dans la mesure où il m'a demandé de faire une conférence très générale sur la tectonique des plaques qui serve d'introduction à l'ensemble de ce cycle de conférences auquel en effet je ferai quelques clins d'œil et annonces pour ceux d'entre vous qui auront la chance de suivre la série tout entière. C'est un challenge de vous parler de la tectonique des plaques pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que le sujet est immense. L'autre, c'est que vous êtes probablement divisés en deux sous-populations. Ceux d'entre vous qui ont mon âge ou plus, qui n'ont pratiquement, je devrais d'ailleurs corriger ça, trois sous-populations. Ceux d'entre vous qui, comme mon père, ont appris la tectonique des plaques s'ils ont été au lycée avant la Seconde Guerre mondiale. Car on croyait en France à la tectonique des plaques, à la tectonique de Wegener, c'était ce qu'on disait à l'époque, avant cette période. Puis ensuite, elle a été éliminée. On verra éventuellement dans la discussion ensemble après la conférence, pour ceux d'entre vous qui intéressent l'histoire des sciences, pourquoi ça s'est produit comme ça. Et ma génération n'a jamais entendu parler d'un mot, sauf exception, de dérive des continents, de Wegener. C'était interdit. Et puis, la révolution scientifique s'est faite dans les années 60-70, et depuis en gros une vingtaine d'années, c'est enseigné dans tous les lycées et collèges. Il y a un cours que je trouve moi-même d'ailleurs particulièrement détaillé, je dirais presque trop détaillé. Si vraiment vous savez tout ce qu'il y a dans un livre de terminale sur ce sujet, vous en savez plus que ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et donc je présente d'avance mes excuses à la partie la plus jeune ou la plus passionnée de la population que vous êtes ici aujourd'hui, parce que probablement je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Alors j'essaierai dans un premier temps, puisque le sujet c'est la tectonique des plaques, de vous dire ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle est en gros ce qui a été mis en place depuis une trentaine d'années, avec quelques améliorations bien évidemment, et puis j'essaierai vers la fin de faire quelques flashs sur les sujets qui intéressent plus les chercheurs aujourd'hui, qui sont les frontières de la recherche en tectonique des plaques aujourd'hui, et ça sera plus destiné à alimenter, si ça intéresse plus tel ou tel d'entre vous, la discussion qui suivra après. Donc si vous voulez bien, nous nous embarquons dans cette promenade qui va nous faire voir le globe tout entier, avec comme première figure que je vous montre ici, une carte qui vous représente tous les tremblements de terre un peu importants. Un peu important, ça veut dire de magnitude supérieure à 5 environ. Je ne reviendrai pas sur la définition de la magnitude. Je pense qu'avec les séismes récents des 12 derniers mois, vous en avez entendu parler sur toutes les chaînes de télévision et sur toutes les radios. Donc voici l'ensemble des tremblements de terre un peu significatifs qui se sont produits sur le globe, simplement dans une période de 4 ans, entre 1998 et 2002. Je pourrais vous montrer le même type de figure sur 10 ans, sur 50 ans. On a des données de qualité depuis plus de 50 ans. Et vous verriez la même chose, c'est que les tremblements de terre ne sont pas répartis au hasard. Il y a longtemps qu'on le sait. Ces tremblements de terre sont répartis le long de ceintures, plus ou moins étroites, plus ou moins larges. Vous voyez courir ici le long de l'océan Atlantique une ceinture de tremblements de terre de taille moyenne qui est particulièrement fine et bien dessinée. Nous verrons dans un instant, et vous le savez pour la plupart d'entre vous déjà, que c'est la trace de la ride ou dorsale médio-atlantique où s'ouvre la croûte et la lithosphère de l'océan Atlantique. Et puis nous voyons des zones un peu plus diffuses, comme celle qui court du sud-est de la France. Vous voyez pratiquement des tremblements de terre à la frontière franco-italienne, qui court le long des Alpes, du Zagros dans l'Iran, et qui atteint les zones du Tibet et de l'Himalaya. Cette zone très large est au contraire une zone de rencontre des plaques tectoniques, et dans ces zones-là, quand il y a collision, nous le reverrons, la sismicité est beaucoup plus large, beaucoup plus diffuse et beaucoup plus intense. Et c'est là d'ailleurs, c'est associé à cette zone de convergence, que se sont produits le 26 décembre de l'année dernière le grand tremblement de terre de Sumatra, dont je ne vous parlerai pas beaucoup. Je pense que plusieurs de mes collègues, en particulier Anne Hébert et Paul Taponnier, à la fin de ce cycle de conférences, y reviendront. Ce tremblement de terre de Sumatra est très important, d'abord parce qu'il est récent, parce qu'il est immense. C'est probablement le second plus grand tremblement de terre depuis 100 ans environ que nous avons des données suffisantes pour bien en mesurer l'intensité, et bien évidemment par les dégâts considérables qu'il a causés, parce qu'il y a eu conjonction entre un tremblement de terre, qui en lui-même a été extrêmement meurtrier, et un raz-de-marée qui a étendu la dimension de la destruction à une bonne partie des pays voisins de l'océan Indien, central, nord et ouest en particulier. Et puis beaucoup plus près de nous, ce nouveau tremblement de terre qui s'est produit il y a quelques semaines au Pakistan, dont vous avez vu combien il était destructeur, mais qui, comme le tremblement de terre de Sumatra, est d'une certaine façon un tremblement de terre normal, un tremblement de terre attendu. Nous savons qu'il y a eu depuis, non pas des siècles, mais des millions d'années,
des milliers de tremblements de terre de ce type et qu'il y en aura encore dans les millions d'années qui viennent des milliers. La question que traitera dans une certaine mesure Paul Taponnier dans la dernière conférence de ce cycle sera de voir si nous savons faire mieux que ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire vous dire, dans la région du Pakistan, dans les 100 ans qui viennent, on est sûr qu'il y en aura un autre. Oui, d'accord, mais où, quand, comment, est-ce qu'on peut préciser ça de façon à ce que ça devienne opérationnel? Je ne traiterai pas ce sujet aujourd'hui puisqu'il sera vu par la suite. Ces lignes, ces alignements de tremblements de terre isolent de grands domaines dans lesquels, au contraire, il n'y a pratiquement pas de tremblement de terre. Il n'y a pas eu de tremblement de terre significatif à Paris depuis la nuit des temps, si j'ose dire. Il faudrait chiffrer la nuit des temps pour un géologue, on pourrait le faire. Vous voyez qu'il y en a eu très peu au centre du continent nord-américain, au centre du continent africain, au centre du continent australien, mais aussi dans certaines zones océaniques. Vous voyez en particulier qu'une grande partie de l'océan Pacifique, à gauche de cette figure, est presque dénuée de tremblements de terre. Vous en voyez un en plein milieu, et on verra ce qu'il signifie. C'est un tremblement de terre que n'explique pas la tectonique des plaques, et ça fera partie des frontières dont je vous parlerai tout à l'heure à la fin de cet exposé. Je vais revenir une seconde en arrière pour commenter le titre que j'ai donné à cette diapositive. Séisme, je viens d'en parler. Ces séismes traduisent le fait que quelque chose de rigide casse, et que c'est ça qui déclenche les ondes des tremblements de terre. Donc des contraintes se sont accumulées. Ça veut dire qu'il y a quelque part des forces qui s'appliquent sur des entités rigides, que ces entités rigides, elles cassent, et que quand elles cassent, eh bien, elles conduisent non seulement au tremblement de terre, mais à des déformations, à des mouvements. Et donc, il y a des morceaux, pour l'instant, on dira de façon floue, il y a des morceaux de la croûte terrestre qui bougent les uns par rapport aux autres. Et ce qu'on voudrait, c'est à partir de l'observation de ces mouvements, de ces déformations, remonter aux contraintes. Si j'insiste un peu sur ces deux termes, c'est que très souvent on les confond. On confond la notion de force et la notion de déplacement. L'un est la cause de l'autre, l'autre permet d'analyser l'un, mais il faut faire très attention de rester précis et quand on parle de tremblement de terre ou de plaques tectoniques, ne pas mélanger le mouvement des plaques et les forces qui s'appliquent aux plaques, c'est-à-dire les déformations d'un côté et les contraintes de l'autre. Ces déformations et ces contraintes entre plaques s'appliquent aux limites de ces plaques. Je reviendrai tout à l'heure sur la définition rigoureuse de ce que c'est qu'une plaque tectonique, mais je préfère d'abord vous parler des mouvements entre ces plaques, dont nous voyons grâce à la sismicité qu'ils sont limités à des zones étroites, à des frontières particulières. Je ne vous ai pas montré une autre figure classique qui est celle de la distribution des éruptions volcaniques, ces autres soubresauts de la Terre dont on vous parlera également. Tremblements de terre et volcans sont confinés dans des zones étroites qu'on appelle les frontières de plaques et qui servent en fait à les définir. Puisque je vous ai parlé de mouvements, eh bien vous pouvez vérifier facilement qu'il existe trois types de mouvements et vous pouvez jouer de cela avec vos mains, comme je vais le faire devant vous maintenant. Ou bien entre deux objets solides, le mouvement est un mouvement d'écartement, d'ouverture, on parlera d'extension ou expansion, et c'est le premier type de frontière de plaques que je vais vous décrire. Ou bien il y a un mouvement de rapprochement, de convergence, et cette convergence, on le verra, conduit dans le cas des plaques soit à la subduction, soit à la collision entre les continents. Et puis le troisième et dernier type de mouvement, c'est un coulissement latéral d'une de mes mains contre l'autre, d'une plaque contre l'autre. On parle de cisaillement également, et les objets tectoniques qui traduisent ce cisaillement ont reçu le nom de failles transformantes. On verra pourquoi transformantes. Donc voilà les trois types de frontières de plaques et les trois seuls. C'est relativement simple, trois types de déformation, trois types de contraintes, trois types de frontières. Et on va les passer en revue pour rafraîchir le souvenir de ceux d'entre vous qui en fait probablement la plupart connaissent déjà le sujet. Une chose que j'aborde dès cette première diapositive et qui est en fait un sujet frontière, et quand j'essaierai de penser à vous dire une petite lumière qui s'allume, sujet frontière, ça veut dire je ne développe pas beaucoup, mais si ça vous intéresse, on peut en reparler dans la discussion après. C'est que la tectonique des plaques des 20 premières années, disons du début des années 60 à la fin des années 70, ça a été une tectonique des plaques qui décrivait le mouvement de plaques continu, toujours en mouvement continu, homogène les unes par rapport aux autres. La génération plus récente de tectonique des plaques s'est intéressée à ce qui se passait quand les choses évoluaient. En effet, pour casser un continent, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien que la fracture se propage. Dans la tectonique des plaques de première génération, il n'y a pas de propagation. Ou bien il y a une frontière de plaques, ou bien il n'y en a pas, et quand il y en a une, ça bouge partout pareil.
En fait, c'est pas vrai, il faut bien que ça commence, et la façon dont ça commence, c'est la déchirure. En anglais, on dit rifting, et dans le langage international des sciences de la Terre, et de la géographie d'ailleurs, on utilise beaucoup de mots de l'anglais ou de l'allemand, et un fossé d'effondrement, comme celui que vous voyez ici au milieu au premier plan, le grand rift africain, que vous avez tous déjà sans doute vu dans des films, quelle qu'en soit la nature, eh bien ce fossé, ça s'appelle en anglais un rift, en allemand un graben, et les termes de rift et de graben sont utilisés également par les géographes et les géoscientifiques. Donc ce continent africain, il a tenté de se casser depuis un certain temps, et cette cassure est un objet particulièrement intéressant qui est marqué par la sismicité. Une fois de plus, c'est un outil, le premier outil qu'on regarde, c'est où sont les tremblements de terre. Vous voyez ici la sismicité autour de la région de la dépression Afar, dans la corne est de l'Afrique, et vous voyez des tremblements de terre qui sont particulièrement bien localisés, en particulier dans l'océan Indien, où vous voyez une dorsale, une frontière, un rift, tout ça, c'est un petit peu la même chose, qui pénètre à l'intérieur du golfe d'Aden et qui arrive à terre dans ce qui est aujourd'hui la République de Djibouti. Cette déchirure s'est propagée, on a pu mesurer sa vitesse de propagation, elle est en train de séparer l'Arabie de la Somalie. Vous voyez de façon un peu moins claire des tremblements de terre tout le long du système qui va de la faille du Jourdain au nord, la faille de la mer Morte, et qui longe toute la zone axiale de la mer Rouge pour également sauter à terre dans le nord de cette dépression de l'Afar et propager une autre déchirure dont vous voyez qu'elle ne rejoint pas tout à fait la précédente. Il y a eu un gros travail des équipes françaises depuis une vingtaine d'années sur la tectonique de cette dépression Afar, qui est extrêmement intéressante et sur laquelle je reviendrai dans la discussion si ça vous intéresse. Enfin, une troisième zone de rupture encore plus floue et moins bien marquée par les tremblements de terre, c'est la zone compliquée d'ouverture des rifts africains qui, en Éthiopie, n'a qu'une seule branche, mais qui, voyez, vers le sud, saute de façon un peu complexe sous forme de deux zones d'effondrement parallèles, puis se rejoint et continue vers le sud du continent africain. Vous voyez donc ici que la plaque qui était autrefois la plaque africaine, à laquelle appartenait l'Arabie, s'est déchirée successivement en trois déchirures qui semblent tenter de se rencontrer en ce que nous appelons un point triple. Et si je retire, pardon, je reviens en arrière, si je retire ces trois failles, vous voyez en particulier, je vais essayer avec ma flèche si elle se voit, mais je n'en suis pas sûr. Est-ce que la flèche se voit? Oui, la flèche se voit à l'écran. Vous voyez ici en fait assez bien le relief du continent. J'ai oublié de vous dire une chose sur laquelle je reviendrai sans arrêt, c'est que notre connaissance du relief de la Terre, qui est due à l'immense quantité de données qui proviennent des satellites, par des techniques radar en particulier, fait que nous disposons aujourd'hui de modèles qu'on appelle des modèles numériques de la topographie du globe, qu'on peut reconstruire à l'ordinateur, illuminer comme on veut, et qui vous donne cette espèce d'aspect de relief où vous distinguez extrêmement bien, je pense, le bord du plateau éthiopien. Je le suis avec ma flèche. Vous voyez ici, il y a une très longue falaise. À gauche, c'est-à-dire à l'ouest, on est à 2000 mètres d'altitude sur le plateau éthiopien. Et à droite de cette faille, j'ai perdu ma flèche et c'est ça qui arrive de temps en temps, donc ça fait rien. Et à droite, on est dans la dépression Afar, qui atteint même 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc il y a plus de 2 kilomètres de marche d'escalier à travers cet escarpement. C'est la même chose au sud que je vais réessayer de pointer, si ça marche. Vous voyez ici une autre faille est-ouest, celle-ci, qui limite le plateau somalien. Et si vous regardez cette espèce de coin, vous voyez que vous pouvez très bien, en refermant l'Arabie, en la ramenant vers le sud, la loger dans cette dépression et reconstituer le continent avant sa rupture. Ça veut dire que toute la partie aujourd'hui émergée de la dépression Afar, c'est de la croûte nouvelle, volcanique, qui s'est formée depuis seulement quelques millions d'années que les deux continents se sont écartés. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une importante éruption en cours. Peut-être qu'on vous refera un autre exposé dans ces séries de la Cité des sciences et de l'industrie dans l'année qui vient. Je viens d'envoyer en Éthiopie 4 de mes collègues, 2 tectoniciens, un volcanologue et un spécialiste de la déformation, parce qu'une considérable éruption vient de se produire dans le nord de la dépression, dans la zone de volcan de l'Ertaale, c'est-à-dire que cette ouverture d'océan se marque par des tremblements de terre et par des volcans, et en particulier l'un des rares volcans du monde qui est un lac de lave permanent qui est en train de se réactiver avec plusieurs volcans situés au sud, et donc nous aurons des nouvelles de cette éruption majeure en cours, sans doute dans les mois qui viennent. Donc voilà ce qui se produit, et je vous ai fait un peu plus de détails là-dessus, dans le cas de l'ouverture d'un continent. Une fois que ça s'est ouvert, et ça a commencé à bien s'ouvrir, vous le voyez ici dans le golfe d'Aden et en mer Rouge, par contre le rift africain ne marche pas, j'en profite pour essayer de dissiper
une des nombreuses idées qu'on raconte depuis le début de la dérive des continents de Wegener et la tectonique des plaques en disant que l'Afrique est en train de s'ouvrir le long du rift africain, qu'elle va se casser en deux et qu'il y aura un jour un grand océan. Nous sommes nombreux à penser que cette cassure est en fait une cassure en train d'avorter, qui a essayé depuis des millions d'années de casser, qui ne marche pas bien. La cassure qui marche bien, c'est le golfe d'Aden et la mer Rouge. Et donc ces deux fractures vont se rejoindre. Et le grand océan qui est en train de s'ouvrir, c'est un océan qui reliera la mer Rouge au golfe d'Aden et qui éloignera pour des millions d'années l'Arabie du continent africain, tandis que selon toute probabilité, le rift africain va continuer à végéter, voire un jour à mourir. Dans ce point triple, une des frontières de plaque est en train de réussir, une autre des frontières de plaque est en train de rater. L'ouverture de tous les bassins océaniques a commencé à peu près de la même façon. Une fois que ça marche bien, eh bien, il s'ouvre un océan et là, le système se met à l'équilibre. Il continue à se former de la croûte océanique et de la lithosphère à l'axe de la dorsale que vous voyez ici sous l'eau en position médiane. Ce qu'on vous a représenté ici, c'est le cas de la dorsale médio-atlantique. Vous reconnaissez l'Afrique et l'Espagne à l'est et le continent nord-américain à l'ouest, et ce système peut fonctionner comme ça pendant des dizaines et des dizaines de millions d'années. On reviendra sur ce que vous voyez en dessous, qui est en rouge et en jaune un peu plus tard, c'est-à-dire le moteur qui est à l'origine de la tectonique des plaques, et je pense que Philippe Cardin, dans 15 jours, vous en reparlera des entrailles de la Terre. Donc moi, je vous en parlerai un peu parce que ce moteur est absolument essentiel, mais mon propos sera d'abord de vous décrire les observations plus proches de la surface et plus liées à ce que nous pouvons voir directement à partir des continents ou bien sous la mer en l'observant à partir de sous-marins. Voilà un dessin animé qui vous montre la Terre avec ses plaques et qui va se focaliser sur cette région dont on vient de parler. Nous allons zoomer sur le centre de la mer Rouge. Vous allez avoir extraire un morceau de la croûte océanique avant qu'elle se soit ouverte. Et en se rapprochant, vous voyez comment se rupture un continent avec des failles qui fabriquent d'abord une structure de graben, comme dans le graben rhénan, puis qui fabriquent à un moment donné de la croûte océanique et de la lithosphère plus dense, plus mince, et sur laquelle s'installe bientôt un océan. Ce système va ensuite pouvoir fonctionner pendant des dizaines de millions d'années. Vous voyez à droite, caché sous les sédiments jaunes et marrons, en gris, l'ancien continent fracturé avec ses failles et ses blocs basculés. Les géologues travaillent à reconnaître et à dater très précisément ces structures qui précèdent l'ouverture océanique sur les marges des océans. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître sur les marges occidentales du continent européen les traces de la rupture qui a donné l'ouverture successive des bassins de l'océan Atlantique, Atlantique central, Atlantique nord, qui nous concernent tous les deux et sur lesquels je reviendrai plus tard. Deuxième type de frontières de plaques, les frontières de plaques en convergence. La convergence la plus fréquente et la plus simple étant celle où une plaque qui porte une croûte océanique et donc l'eau d'un océan, comme ici à gauche, et ça représente en gros l'océan Pacifique, vient s'enfoncer sous une plaque continentale qui porte donc une croûte de continent. On verra plus tard que la croûte des continents est chimiquement différente de la croûte des océans et plus légère. Et en gros, pour simplifier, disons que les continents flottent, alors que la matière, ils sont essentiellement faits d'une croûte de composition granitique, dont la densité de l'ordre de 2,7 est faible, par rapport à celle de la croûte océanique et de sa lithosphère, dont la densité sont supérieures à 3, qui sont principalement en surface faites de lave basaltique et qui ne demandent pas mieux, parce qu'elles sont denses, que de se réenfoncer dans le manteau terrestre, tandis que les continents, eux, ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas s'enfoncer, ils aiment bien flotter et rester à la surface. Donc dans ce cas-là, que vous voyez ici, eh bien, la plaque Nazca, qui est une petite plaque qu'on reverra sous l'océan Pacifique, s'enfonce sous la plaque sud-américaine, le long d'une fosse. Ici, c'est la fosse du Pérou-Chili. Ces fosses atteignent jusqu'à pratiquement 12 000 mètres de profondeur. Ce sont les parties les plus profondes des océans. C'est là que se produisent beaucoup des tremblements de terre les plus dévastateurs. Ces tremblements de terre sont simplement dus au fait que quand une plaque s'enfonce sur l'autre, ça frotte. Et donc tous ces mouvements dont je vous parle, qui semblent réguliers à l'échelle des millions d'années des temps géologiques, à l'échelle humaine, sont en fait saccadés. Le système se bloque jusqu'à ce que la contrainte dépasse ce que la roche est capable de supporter, et ça casse sur quelques dizaines, quelques centaines de mètres de longueur et quelques centaines de kilomètres de large. C'est ce qui s'est passé dans le tremblement de terre de Sumatra, où une zone de plusieurs centaines de kilomètres de large a relâché probablement l'équivalent de plusieurs siècles d'accumulation de déformations. Alors, je vous reparlerai de la vitesse à laquelle ça va, mais je voudrais vous donner des chiffres tout de suite. La vitesse dans la région de Sumatra de rapprochement des continents est de l'ordre de 5 cm par an. Je vais vous faire quelques règles de 3 faciles. 5 cm par an, c'est 50 mm par an, ça va.
50 mm par an, vous vérifiez que c'est 50 km par million d'années. Ça vous donne l'idée du rapprochement des plaques à l'échelle géologique. Mais 5 cm par an, c'est aussi 5 mètres par siècle, et donc 20 mètres en 4 siècles. Eh bien, en gros, pendant 4 siècles, toute cette zone de Sumatra avait essayé de pousser, le sud de l'océan Indien essaye de s'enfoncer sous l'Asie, mais le système était bloqué. Et d'un coup, le seuil de rupture ayant été dépassé, c'est pratiquement 400 ans de déformation qui ont été rattrapés en profondeur sur des centaines de kilomètres de large. Et donc c'est ça la faille qui a cassé. C'est un objet qui fait des centaines de kilomètres de long et qui se déplace en fractions de seconde à quelques minutes sur des dizaines de mètres de profondeur. Et c'est ça qui entraîne ces vibrations et ces énormes tremblements de terre. Voilà à nouveau un petit film qui vous redonne la Terre, ses plaques. La zone sur laquelle nous allons zoomer, cette même zone du Pérou-Chili. Nous descendons sur la cordillère andine. On va extraire un bloc de croûte en enlevant l'océan. Et vous voyez ici la plaque. Il ne va pas se passer grand-chose parce qu'en dehors des tremblements de terre, ça marche de façon assez régulière. Vous voyez la croûte à gauche avec ses petits monticules sous-marins en train de se vomir sous la chaîne des Andes. Et c'est ce système de compression qui donne lieu à la surrection des Andes. La fusion de la croûte qui s'enfonce est marquée ici en jaune. La fusion de ce magma qui va ensuite, parce qu'il est plus léger, essayer de grimper vers la surface, donne les chaînes volcaniques. Et vous voyez pourquoi dans une zone de subduction, une ligne de tremblement de terre majeur est associée à une ligne de volcan majeur. C'est la fameuse ceinture de feu du Pacifique. Ce phénomène se reproduit sur les 3/4 du Pacifique, tout le long de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale. Ça saute les États-Unis, ça se retrouve le long du nord du Canada et de l'Alaska, puis en descendant le long du Kamchatka, du Japon, et ça descend jusqu'en Nouvelle-Zélande où les choses se transforment un peu. Mais donc vous avez toute cette ceinture le long de laquelle plusieurs morceaux des plaques qui sont sous l'océan Pacifique se vomissent sous les chaînes de montagnes bordières et vont se réenfoncer à l'intérieur du manteau terrestre. Ces tremblements de terre, évidemment, c'est comme ça qu'on a découvert il y a une quarantaine d'années que ces plaques plongeaient. Vous voyez ici une carte qui vous montre les tremblements de terre sur quelques années seulement qui ont affecté la côte orientale de l'Asie et du Japon. Il y a tellement de tremblements de terre que vous ne voyez même plus les îles japonaises. Je vais essayer de récupérer ma flèche. Et voilà, je suis ici, en gros, les îles japonaises. Vous reconnaissez la Corée, la Chine sans difficulté. Eh bien, là-dessous, il y a le Japon, le Kamchatka, les îles aléoutiennes. Au sud, vous rejoignez Taïwan, tout en bas à gauche de ce dessin. Les tremblements de terre sont codés en couleur en fonction de leur profondeur. Et cette échelle de profondeur, elle est marquée en haut à gauche. Les tremblements de terre marron sont dits superficiels. Ils se produisent dans les 30 premiers kilomètres de la Terre. Et puis vous descendez en bas jusqu'aux tremblements de terre les plus profonds à 700 kilomètres de profondeur, qui sont marqués en rouge. Vous voyez que la séquence des couleurs, si vous traversez en gros en suivant ma flèche depuis l'océan Pacifique vers la Chine, vous passez du marron au jaune, au vert, au bleu, au violet, au rouge. Tout simplement, vous êtes en train de regarder les tremblements de terre qui s'enfoncent. Vous voyez à quelle profondeur est située la plaque. Sous la Chine, par exemple, vous avez des tremblements de terre de 700 km de profondeur qui sont l'endroit où est à 700 km de profondeur la plaque Pacifique qui a plongé sous le Japon. L'arc du Japon étant l'équivalent du Chili, cette zone de volcan due à la fusion du matériau qui s'enfonce sous les îles. Tremblements de terre, volcans, y compris des tremblements de terre, vous le voyez, très lointains et très profonds, qui nous donnent une image de la zone qui s'enfonce. Quand la zone de subduction amène avec elle de façon passive un radeau continental, ce radeau continental, trop léger, je vous l'ai dit, refuse de s'enfoncer et le système se bloque. Et si le mouvement est assez puissant, eh bien, il s'écrase et il donne naissance aux grandes failles, aux grands tremblements de terre, aux grandes chaînes de montagnes, aux plus grandes chaînes de montagnes et aux plus grands plateaux du monde. Et la chaîne himalayenne et le Tibet en sont le plus bel exemple d'un système qui est coincé, mais qui néanmoins continue à pousser. L'Inde continue en ce moment à s'enfoncer de plusieurs centimètres par an dans l'Asie, alors qu'il n'y a plus la place, plus d'océan, et donc c'est tout ce mouvement qu'il faut bien résorber, et c'est un peu de ce mouvement qui s'est déclenché dans les deux tremblements de terre de Sumatra et du Pakistan. À Sumatra, c'était une subduction océanique, c'est l'océan Indien qui passait sous l'île de Sumatra. Au Pakistan, la collision est frontale, c'est exactement ce que vous voyez ici, c'est le long d'une faille à peu près analogue à celle le long de laquelle je montre ma flèche, juste à l'endroit où, en gros, le Tibet et l'Himalaya sont en train de chevaucher l'Inde et le Pakistan et de passer par-dessus les plaines dans lesquelles circulent les grands fleuves, comme le Gange.
Voilà à nouveau un dessin animé, accrochez-vous parce que là, il ne faut pas attraper mal au cœur. Vous allez voir qu'on va zoomer, descendre avec notre satellite vers l'Himalaya, faire un tournant, c'est là qu'il faut s'accrocher pour ne pas avoir mal au cœur, et on va vous extraire un morceau de la croûte de l'Inde et de l'Asie, comme ils sont aujourd'hui, voilà, et puis on va vous les ramener dans l'état où ils étaient il y a 10 millions d'années. L'Inde n'avait pas encore complètement refermé son océan, et vous voyez comment s'est faite cette collision. L'océan s'est refermé, les sédiments d'âge divers, marron, jaune, blanc, rose, ont été déformés. À l'échelle de cette figure, vous le voyez peu, mais les sédiments verts et roses, ce sont ces montagnes qui ont été dressées par la déformation dans l'Himalaya, tandis que la croûte continue à s'enfoncer en profondeur, à fondre et à générer du volcanisme sur le plateau tibétain. Il y a si longtemps que ça fonctionne, ça fait 50 millions d'années, et c'est si intense que cette chaîne a été au-delà de la chaîne himalayenne et a fabriqué des successions de chaînes de montagnes qui se sont accrochées les unes aux autres et remplies comme une baignoire de sédiments. Et c'est ça le plateau tibétain. Il est en train de continuer à se former tout au nord. À la fois, vous avez des tremblements de terre au sud, là où ça cogne, et en fait, je n'ai pas de carte pour ça, mais vous le voyez ici, tiens, je vais vous le montrer avec la flèche, dans cette région-ci, vous voyez qu'au nord du Tibet, sous le bassin désertique du Tarim, qu'on appelle aussi le désert du Taklamakan et la Chine, eh bien, il y a un essai du plateau tibétain de fabriquer de nouvelles montagnes, de pousser, de comprimer, de faire des tremblements de terre. Ces tremblements de terre s'étendent jusque loin à l'intérieur de l'ancienne Union soviétique et de la Chine. Tout ça, toute cette sismicité de l'Asie, en grande partie, c'est la conséquence de la collision de l'Inde. Mon collègue Jean Besse, qui travaille dans notre laboratoire à l'Institut de physique du globe de Paris, a reconstitué avec soin la position des continents dans le temps, et il a fabriqué une série de dessins animés extrêmement intéressants. Ce sont des dessins animés qui nous servent comme travail de recherche, donc ils ne sont pas chiadés pour être jolis, pour vous être présentés, mais j'ai pensé que c'était quand même important de vous le montrer. Et vous allez voir, ça se passe vite. Le compteur des millions d'années est en haut à gauche. Il y a 55 millions d'années, l'Inde n'avait pas encore touché le continent asiatique. Ce continent asiatique, il est fait de blocs. La zone que vous voyez en rose, aussi bien le nord de l'Inde qui a aujourd'hui disparu que le sud du continent asiatique, c'est tout ce qui s'est fait écraser et déformer depuis 55 millions d'années. La partie jaune, c'est la partie qu'on peut encore à peu près reconnaître. Vous voyez d'ailleurs en bas à gauche que l'Arabie n'est pas encore séparée de l'Afrique. Le golfe d'Aden et la mer Rouge ne se sont pas encore ouverts. Donc dans ce dessin animé, mais ce n'est pas le sujet du dessin, mais vous les verrez s'ouvrir. Et vous allez voir, nous allons aller jusqu'à 1 million d'années. Donc nous allons dérouler 54 millions d'années de cette collision entre l'Inde et l'Asie. Vous voyez que ça écrase et monte l'Himalaya et le Tibet. Vous voyez une autre chose très importante qui a été découverte par Paul Taponnier. C'est probablement pas de ça qu'il vous parlera dans la 5e conférence de cette série, mais c'est lui, avec ses étudiants et ses collègues, qui l'a découvert. Eh bien, vous voyez que toute l'Indochine a été écrabouillée et éjectée un peu comme un pépin qui était à l'avant du continent indien et qui en a été extrudé. Voilà un dessin qui est l'interprétation de ce mouvement dans l'état actuel. Le continent indien, qui est rose, a écrasé l'Asie. La partie blanche a été déformée, mais pas trop. Mais dans un premier temps, toute la partie orangée, qui est en gros l'Indochine, a été éjectée le long de failles gigantesques de plus de 1000 km par rapport à sa position d'origine. En ce moment, le mouvement continue. Et c'est toute la partie sud de la Chine, que vous voyez ici marquée en jaune, qui est en train de sortir, de filer vers l'est. Et si ça continue, si le mouvement réussit, et ça on n'est pas capable de le prévoir, si malgré la collision, l'énergie accumulée est telle que l'Inde continue à écraser le système, eh bien un troisième bloc va se dégager qui est au nord du bloc jaune et qui commence à casser. Vous voyez le long du Tien Shan de la Mongolie, et vous voyez ici, je vais reprendre ma flèche, le lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est un fossé qui est en train de s'ouvrir parce que cette partie de la Chine du Nord est en train d'être à son tour éjectée. C'est le troisième morceau. Si l'Inde continue, eh bien ce système sera également éjecté à son tour. Vous voyez que tous les tremblements de terre qui se produisent le long de toutes ces frontières de plaques jusqu'au nord de l'île de Sakhaline, jusqu'à Pékin, jusqu'à l'Indochine, sont des conséquences de cette gigantesque collision. Troisième type de frontière, je vous ai dit ou bien ça s'écarte, ou bien ça se rapproche, ou bien ça cisaille. Le cisaillement, c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle les failles transformantes. Vous avez ici un schéma d'une telle faille transformante. J'essaye encore de récupérer ma flèche. Voilà, je parcours cette faille transformante. Dans cette zone, une zone d'ouverture de dorsale est décalée. Et vous voyez qu'entre deux zones d'ouverture qui font comme une espèce de baïonnette, eh bien, il faut une faille qui permette le mouvement de coulissement. Ce mouvement de coulissement, il est indiqué par les flèches que vous voyez là. Et on parle de failles transformantes parce que celui qui les a découvertes et comprises le premier, qui est un géologue canadien qui s'appelait Thuzo Wilson, a expliqué qu'en gros, ces failles servaient à transformer le mouvement d'ouverture d'une dorsale
en un mouvement d'ouverture d'une autre dorsale. Donc la faille transforme une dorsale en dorsale, et quand on joue au petit jeu avec ces trois types de frontières, convergence, écartement et cisaillement, eh bien on s'aperçoit qu'il existe 14 types possibles de failles transformantes et 14 seulement. Ils sont tous répertoriés. On en a trouvé des exemples. Je ne vous en montre qu'un qui est le plus simple et qui est celui qu'on a découvert en premier. Un exemple le plus connu, c'est la faille de San Andreas. Vous allez voir qu'on va à nouveau zoomer sur cette région de la Californie. La grande faille de San Andreas qui servait d'illustration à la diapositive au début de cette conférence. Eh bien, vous voyez qu'on extrait encore un bord de plaque. Vous voyez qu'en fait, le long de cette faille sont opposés à gauche, à l'ouest, la plaque pacifique, à droite, la plaque nord-américaine. Et là, on s'est amusé, non pas à vous montrer le mouvement des 10 derniers millions d'années, mais à vous montrer le mouvement des 9 prochains millions d'années. Il n'y a aucune raison de penser que ça va changer. L'échelle de 9 millions d'années est une échelle courte pour le géologue, et nous pensons que nos prévisions à 10 millions d'années sont très très probablement bonnes. Vous me direz que puis en plus on ne risque pas de venir nous embêter avec la vérification. Et vous avez vu la chose amusante qui a conduit à ce petit dessin animé, c'est qu'il se trouve que la grande ville de Los Angeles est construite sur le continent nord-américain, mais sur un morceau de la plaque pacifique, tandis que la grande ville de San Francisco est construite sur le même continent nord-américain, mais du côté de la plaque américaine. Le résultat, c'est que Los Angeles est en mouvement vers le nord par rapport à San Francisco, que dans 9 millions d'années, Los Angeles passera au large de San Francisco pour aller se vomir définitivement sous les volcans des îles de l'Alaska. Donc Los Angeles est promis à la subduction et à la disparition, tandis que San Francisco, pour l'instant, restera là où il est, sur un continent relativement stable. Donc vous voyez, je ne vous développerai pas les cas, mais on peut résoudre un certain nombre de problèmes géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, à l'aide de la tectonique des plaques de façon assez drastique. Ce premier tour d'horizon était destiné à vous rappeler quelles étaient les frontières de plaques, comment on les définissait, tremblements de terre et volcans, comment ensuite on va essayer de les reconnaître. À terre, c'est les géologues. En mer, c'est d'autres formes de géologues, de géophysiciens, de géochimistes embarqués sur des navires. Et c'est d'ailleurs, vous le savez, dans les années 50-60, l'exploration des fonds océaniques qui a permis de comprendre tout ça beaucoup mieux et de façon beaucoup plus convaincante que ne l'avait vu Wegener. Wegener, il avait vu 90% du problème. La seule erreur de Wegener, je vous laisse y revenir si ça vous intéresse dans la discussion, c'est que son explication physique du moteur de la dérive des continents était fausse. Mais son observation était juste. Et pendant quelques dizaines d'années, les gens de ma génération n'ont pas appris la tectonique des plaques à l'école, parce qu'un physicien des années 30 qui s'appelait Sir Harold Jeffreys en Grande-Bretagne a démontré que le moteur de Wegener était faux, et du coup a jeté le bébé avec l'eau du bain et a balancé toute la tectonique des plaques en disant « puisque le moteur est faux, tout est faux ». C'est l'exemple même de ce qu'un physicien, théoricien ou un mathématicien fait comme erreur fréquemment, oubliant qu'il ne s'agit en mathématiques et en physique théorique que d'outils qui doivent servir à expliquer les observations de la nature, et oubliant que ces observations sont les choses essentielles, eh bien on a bêtement jeté les observations avec le modèle. On a depuis multiplié les observations, montré qu'elles étaient incontournables et trouvé le bon modèle auquel je vais arriver dans quelques instants. Vous voyez ici en blanc maintenant dessiner de façon claire les frontières de plaques telles qu'on les reconnaît aujourd'hui. Elles délimitent, vous pouvez les compter de façon différente, une douzaine de plaques. Il y a les très grandes plaques, et puis depuis, il a fallu raffiner. Donc il y en a des plus petites que vous connaissez sans doute moins, comme la plaque philippine à l'est de la Chine, les plaques Coco et Nazca, qui sont des petites plaques situées sous l'est de l'océan Pacifique, la plaque arabique, on l'a vu, puis d'autres plaques un peu compliquées au nord, la plaque anatolienne, la plaque du Zagros. Bon, quand on divise ça trop, si on finit par fabriquer des plaques trop petites, l'outil conceptuel perd beaucoup de sa valeur, et je pense qu'il faut s'arrêter à peu près à ce que vous voyez ici, et qui délimite bien des plaques qui font que faire de la tectonique des plaques, ça nécessite aussi de faire de la géographie, de connaître un peu sa géographie du monde et de savoir où sont tous ces endroits, toutes ces frontières et toutes ces plaques, dont vous voyez qu'elles se moquent la plupart du temps de savoir si elles portent de l'océan ou du continent. C'était ça la grande différence par rapport à Wegener. Wegener, il pensait que les continents, et on savait déjà à l'époque, avec la géophysique des années 1910, on savait déjà qu'en gros, à la surface de la croûte des continents, il y avait de la croûte granitique légère, et donc il pensait que les radeaux de croûte granitique légère se promenaient sur la croûte océanique qui passait en dessous des continents, et qu'en gros, ils dérivaient. Or, on peut montrer que ça ne marche pas avec la physique des minéraux basaltiques et granitiques, c'est le contraire qui devrait se produire. On ne peut pas faire coulisser de la croûte granitique sur de la croûte plus dense et plus résistante océanique. C'est donc qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le quelque chose qui clochait, il est indiqué ici en haut à gauche. Si vous faites une coupe à l'intérieur de la Terre
dont je vous rappelle en dessous qu'elle a un noyau et un manteau. Vous verrez sans doute ça très bien avec Philippe Cardin dans 15 jours, et je vous rappelle la profondeur et l'épaisseur de ces diverses couches. Eh bien, en zoomant à la partie supérieure du manteau, c'est ce qui est en haut à droite, et en zoomant une nouvelle fois sur la partie supérieure du manteau supérieur, disons sur les 400 premiers kilomètres qui sont sous votre salle, eh bien on s'aperçoit que la quantité qui est importante pour la tectonique des plaques, c'est ce qu'on appelle la lithosphère, qui est marquée ici en gris, qui fait une centaine de kilomètres d'épaisseur, plutôt que la croûte, qui est ce que vous voyez au-dessus, beaucoup plus fine, quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur, un peu plus gris foncé du côté de l'océan, un peu plus claire et montagneuse du côté du continent. Vous voyez que continent et océan sont en fait des parties intégrantes de la même plaque lithosphérique, qui se moque donc de la limite entre continent et océan, en première approximation. On est maintenant en train de s'apercevoir qu'une lithosphère qui porte plutôt du continent ou plutôt de l'océan, ça ne se comporte pas tout à fait de la même façon. Et ça, c'est un aspect frontière que je ne développerai pas dans la conférence, mais que je vous signale comme un sujet de recherche actif actuellement. Voilà un nouveau dessin où nous zoomons sur la partie supérieure. Vous voyez ici les montagnes et la racine d'un continent. La racine d'un continent, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le 19e siècle, depuis les travaux des premiers géophysiciens anglais en Inde. En fait, on peut remonter à 1735 et l'expédition à laquelle participaient Bouguer et Lacondamine au Chili, qui a servi à mesurer la forme de la Terre et à savoir qui de Newton ou de Cassini avait raison, si la Terre était un ellipsoïde allongé ou aplati. C'est dans cette même expédition au Chili que Bouguer a introduit une partie des concepts qui nous font comprendre aujourd'hui, on appelle ça en gravimétrie une anomalie de Bouguer, en son honneur, que sous les montagnes, il y a des racines profondes. Et donc vous voyez ici la croûte continentale plus ou moins épaisse, épaisse sous les montagnes, moins épaisse sous les plaines. Nous, on est plutôt ici dans le bassin parisien, sous une région où la croûte fait 30-35 km d'épaisseur, alors que sous certaines montagnes, elle peut dépasser 70 km. Et sous les océans, la croûte a une chimie différente, c'est pour ça que c'est marqué en noir foncé. Elle est plus dense et elle est beaucoup moins épaisse. Elle fait une dizaine de kilomètres à peine d'épaisseur. C'est la croûte basaltique des océans. Et entre les deux, nous savons, grâce aux travaux du géophysicien je ne sais plus s'il était croate ou serbe, Mohorovičić, nous savons qu'il y a une discontinuité qui a été repérée depuis longtemps par les sismologues. C'est ça que connaissait en gros Wegener et encore mieux Jeffreys dans les années 30. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il fallait regarder à une autre échelle. Et cette échelle, elle est montrée en bas à droite, où vous retrouvez la croûte continentale en gris et la croûte océanique en noir, beaucoup plus petites, qui sont incrustées dans la lithosphère marquée en marron. Cette lithosphère, c'est ça l'unité mécanique qui forme les plaques. Ça fait une centaine de kilomètres d'épaisseur. Ça se forme au dorsal. Vous voyez ici un endroit au dorsal, pratiquement, la lithosphère est d'épaisseur nulle. Disons, pour simplifier, que le magma arrive à la surface, se refroidit, et puis qu'il se sépare et s'écarte de part et d'autre en s'épaississant. Et au fur et à mesure que ça refroidit, eh bien, le matériau s'accroche par en dessous, la lithosphère s'épaissit. Pour ceux d'entre vous qui êtes un peu plus mathématiciens, on peut montrer que cette courbe, c'est une racine carrée du temps. Donc, en fonction de l'épaisseur, vous pouvez déduire l'âge de la lithosphère. Et puis, c'est un peu plus compliqué sous les continents où la lithosphère a une vieille histoire qui est la somme de toutes les anciennes déchirures et toutes les anciennes collisions qui se sont produites depuis des centaines et des centaines de millions d'années. L'unité mécanique qui bouge, qui se déplace de part et d'autre de laquelle il faut définir ces mouvements des plaques, ce n'est pas la croûte, c'est la lithosphère. Et c'est ça que ne savait pas Wegener, et c'est ça le modèle qu'ont introduit quelques grands géophysiciens, disons autour de l'année 1965, qui est l'année où ce concept moderne a vraiment été mis en place. Maintenant qu'on sait ce que c'est que les plaques et qu'on sait de quoi elles sont faites, il nous faut en mesurer le mouvement. Et je vous ai parlé de centimètres par an, je ne vous ai pas encore dit comment on faisait. Je suis obligé, je ne vais pas vous faire un cours de 20 heures de tectonique des plaques, d'aller assez vite pour vous dire que nous savons bien mesurer les vitesses entre les plaques. Pour vous rappeler qu'une vitesse, la vitesse de votre voiture par rapport à la route, ça se définit avec une direction, la direction dans laquelle vous roulez, l'azimut si vous parlez en termes de compas et de boussole, et là, le module, la longueur de cette vitesse, c'est-à-dire combien de kilomètres à l'heure. Vous allez dans quelle direction et à combien de kilomètres à l'heure. Il faut vous connaître ces deux paramètres, et c'est ça que nous devons faire pour les plaques, et nous savons bien le faire. Il y a des tas d'outils, l'outil le plus célèbre et le plus efficace est dû au fait que le champ magnétique de la Terre, qui règne dans cette pièce et qui pointe vers le nord et qui oriente vos boussoles, eh bien ce champ, nous savons aujourd'hui qu'il s'est inversé pôle pour pôle, des centaines de fois dans l'histoire de la Terre, et c'est tout un chapitre de l'histoire de la géophysique que la reconstitution de cette échelle des inversions. Vous la voyez en haut à droite. À droite, vous avez le temps actuel dans lequel nous vivons et où le champ magnétique est dans la direction que naturellement nous appelons normale et que nous colorions en noir. La dernière inversion du champ magnétique
j'ai perdu ma flèche, elle est juste à gauche de cette bande noire qui est à droite de l'écran, toute fine. C'était il y a 800 000 ans. Il y a 800 000 ans que le champ magnétique s'est inversé pour la dernière fois. Et puis vous reculez, 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 vous arrivez à 170 millions d'années à gauche de ce dessin, dans le Jurassique. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient des bons souvenirs de géologie, vous voyez ici une partie du Jurassique, c'est écrit en haut de la figure colorée, la totalité du Crétacé, c'est-à-dire la fin de l'ère secondaire, puis le Paléocène, l'Éocène, l'Oligocène, le Miocène, c'est-à-dire les ères qui fabriquent l'ère tertiaire ou Cénozoïque. Vous voyez que ces inversions du champ magnétique, elles ont un dessin extrêmement caractéristique qu'on compare toujours, bien évidemment, au code barre désormais présent sur tous les produits et les aliments que vous achetez dans les magasins et qui permettent justement, à cause de l'irrégularité de ces bandes blanches et noires, avec la lecture d'un crayon laser optique, d'interpréter exactement une information. Eh bien, nous avons une information quand on voit ça, on est capable de voir ça peint dans le fond des océans, et c'est ce qui est représenté par les 4 dessins du dessous. Cette lave qui arrive à l'axe des dorsales, elle est chaude. Quand elle est au-dessus de la température de 700 degrés, elle n'est pas aimantée. Puis quand elle refroidit à l'axe de la dorsale pour donner la croûte basaltique, quand elle passe en dessous de la température de 700 degrés, les petits grains de magnétite, d'oxyde de fer qui sont toujours à l'intérieur de cette lave, ils se figent et ils bloquent l'aimantation pour des millions, des dizaines et même peut-être des milliards d'années. Cette aimantation, elle peut tenir sans bouger, parfois des milliards d'années, c'est très impressionnant. Et donc, la croûte est coloriée, peinte magnétiquement dans la direction du champ de l'époque. Si le champ s'inverse, si la boussole tourne de 180 degrés, les petits grains de magnétite dans la lave s'aimantent en sens inverse, et nous, en allant ramasser un morceau de lave ou en baladant un appareil, un magnétomètre à partir d'un bateau, on est capable de voir dans quel sens est aimantée la lave, et donc de voir la séquence de ces inversions. Et comme on a maintenant réussi à les dater, en allant dans des milliers d'îles, chercher des milliers d'échantillons et en les datant précisément avec les méthodes de la radiochronologie, rubidium, strontium, potassium, argon, argon 3940, c'est tous ces uranium-plomb. Il y a tout un arsenal de méthodes de datation qu'ont développé les géochimistes et qui sont l'extension pour le passé géologique de ce que tout le monde connaît en histoire et en archéologie, qui est le carbone 14. Mais le carbone 14, pour nous, c'est beaucoup trop court. Il nous faut des horloges qui ont une beaucoup plus longue mémoire. Eh bien, on sait désormais lire ces anomalies magnétiques sur le fond de l'océan et donc calculer la vitesse. Cette inversion du champ, je vous ai dit, la dernière, elle a 800 000 ans. Si elle est à 800 mètres, c'est que la dérive des continents est de... Je vous laisse faire la règle de 3, si je la fais en temps réel, je vais sûrement me planter, donc ce n'est pas la peine que j'essaye, mais vous avez compris le principe. Alors voilà un dessin réel, voilà le premier bel exemple qui a été ramassé dans les années 60, des inversions du champ magnétique au sud de l'Islande. On a traîné un magnétomètre à partir d'un bateau sur cette région de ce qu'on ne connaissait pas encore comme étant, très bien, comme étant l'axe de la dorsale médio-atlantique, et on a trouvé ces anomalies, une anomalie centrale rouge, et puis des anomalies qui ont été codées en couleur pour vous aider à les lire, dont on s'aperçoit que la séquence, malgré, il y a du bruit, c'est pas aussi beau que sur l'exemple précédent, mais on reconnaît très bien 2 séquences d'anomalies avec des courtes, des longues, comme un code Morse, symétrique de part et d'autre. Et c'était la démonstration de la dérive des continents, du fait qu'elle était symétrique et parallèle, qu'elle partait de la dorsale, et en même temps on avait l'outil de mesure de la vitesse. Quant à l'outil de mesure de la direction, c'est les failles transformantes dont je vous parlais tout à l'heure. Dès que vous avez une faille, puisque c'est un coulissage, ça vous dit dans quelle direction ça va. Et en prenant toutes les données de vitesse et toutes les données d'azimut de toutes les failles, eh bien on sait calculer les mouvements de toutes les plaques par rapport à toutes les autres plaques. Et ce travail a été mené, raffiné, et continue à être raffiné de plus en plus. Donc on est maintenant capable, si ça intéresse quelqu'un d'entre vous, de vous donner le mouvement de n'importe quel point de la surface du globe par rapport à n'importe quel point de la surface du globe, moyenné sur la durée des inversions magnétiques, et en fait, on calcule ça en gros sur 1 à 10 millions d'années. Donc quand je vous parle de vitesse de plaque, c'est la vitesse moyenne des plaques sur les derniers millions d'années. Et la chose extraordinaire qui s'est produite au cours des 20 dernières années, eh bien, c'est ce que vous utilisez pour beaucoup d'entre vous peut-être déjà, c'est l'ère du GPS, c'est l'ère des satellites. On a des satellites qui sont maintenant capables de mesurer la position de points et le changement de ces points au cours du temps de façon tellement précise qu'on est capable maintenant, et ce n'était pas le cas quand j'ai, moi, appris la tectonique des plaques, puis que j'ai commencé à l'apprendre à mes étudiants, c'était pas une hypothèse, c'était une théorie appuyée sur des observations, mais la vitesse qu'on leur donnait, c'était la vitesse moyennée, comme je viens de vous le dire, sur 10 millions d'années. Et maintenant, on est capable de voir cette vitesse sur 1 an. De 1 an à 10 millions d'années, il y a 7 puissance de 10. Eh bien, ce dont on s'aperçoit sur ce dessin, c'est que les flèches qui avaient été déterminées par les géophysiciens des premières années de la tectonique des plaques, qui sont ici en noir,
Et les flèches trouvées dans les dernières années, en quelques mois, par les satellites, qui sont ici en rouge, à l'aide d'un système de satellites qui s'appelle Doris, sont incroyablement similaires. Et donc, ça veut dire que la vitesse moyenne qu'on avait trouvée pour les plaques sur 10 millions d'années, c'est la même qui se produit sur un an. Ce n'était pas évident, ça pourrait accélérer, ralentir. Ça prouve que la vitesse des plaques change peu sur 10 millions d'années, et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut très raisonnablement prédire les 10 prochains millions d'années, tout simplement en extrapolant les vitesses actuelles à 10 millions d'années dans le futur. Ça changera sûrement un peu, à 10%, mais pas plus que ce que vous voyez ici, qui est vraiment un résultat absolument remarquable. Donc maintenant, nous savons mesurer, grâce au fait qu'avec les satellites, on peut repérer la position d'un point au centimètre près. Eh bien, puisque les vitesses des plaques, j'ai oublié de vous le dire, la longueur de la flèche, c'est 2 cm par an pour la hauteur de la flèche qui est en haut du dessin. Donc vous voyez ici des vitesses qui vont de 1 à 10 cm par an, c'est l'ordre de grandeur. Eh bien, ces vitesses, on est maintenant capable de les voir en quelques mois, quelques années tout au plus, et comme ça s'améliore sans arrêt, ça continuera, et probablement plus on aura de détails, plus on verra des choses intéressantes et bizarres dans les frontières de plaques. Et puisque je vous parle de frontières au sens de recherche, une autre des frontières, c'est de mettre des tas de bornes mesurées par nos appareils GPS ou par satellite et de les suivre sur plusieurs années dans le temps pour regarder en temps réel la déformation qui se produit à beaucoup plus petite échelle à l'intérieur de ces frontières de plaques. Un autre des résultats qu'on a obtenus avec ce travail, c'est que maintenant, grâce à cette échelle des inversions du champ magnétique, on sait dater n'importe quel point du fond des océans. Et vous avez ici sur une échelle de couleur qui va à gauche du présent rouge, à droite au Jurassique violet, c'est la même échelle que l'échelle des inversions que vous avez eue tout à l'heure, elle a été retournée. Eh bien, vous avez une carte de l'âge géologique de tous les fonds des océans, en rouge et en, disons que en rouge, jaune, orange, non, en jaune, orangé, rouge, c'est le tertiaire, en vert, c'est le Crétacé, en bleu, c'est le Jurassique. C'est la même couleur qu'utilisent depuis des décennies les géologues pour colorier leurs cartes géologiques. La différence, c'est qu'on a cartographié en quelques années les 2/3 de la surface de la Terre, incroyablement plus vite qu'on avait cartographié les continents. La raison, c'est que les continents, c'est compliqué. Parce que les continents se cassent, se collisionnent et restent à la surface, ils portent l'histoire de la Terre depuis des milliards d'années. Les océans sont tous jeunes. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il n'y a pas un coin d'un océan du monde plus vieux que le bleu foncé. Il n'y a pas d'océan plus vieux que 180 millions d'années, alors que la Terre, je vous le rappelle, a 4500 millions d'années. 4500 moins 180 égale en gros 4300. Il y a 4300 millions d'années d'histoire de la Terre qui n'existent pas dans le fond des océans, qui sont perdus soit dans les collisions de montagnes, soit dans les zones de subduction et qu'on ne retrouvera jamais, ou qu'on retrouvera en comprenant ces zones incroyablement compliquées que sont les chaînes de montagne. Et donc les chaînes de montagne portent la mémoire très déformée des collisions plus anciennes pour remonter avant ces 180 millions d'années. Mais vous voyez tout de suite ici que nous allons être capables de reconstituer bien les 180 derniers millions d'années de mouvement des plaques, mais pour remonter avant, c'est fini, il n'y a plus d'océan, il faudra faire autrement. Vu l'heure que je vois avancer dramatiquement, je vais accélérer un peu sur certaines de mes diapositives. Une était ici pour vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui ne s'en souviendraient pas très bien, que la Terre a un champ magnétique. Je l'ai déjà dit que ce champ magnétique s'inverse, mais qu'en plus ce champ magnétique, il a un plongement sous l'horizontale qu'on appelle l'inclinaison, qui dépend de la latitude, et que donc nous, paléomagnéticiens, comme on nous appelle, en mesurant l'inclinaison magnétique de ces laves, nous sommes capables de reconstituer à quelle latitude était un continent au moment où cette lave ou cette roche s'est formée. Et en mettant tout ça dans un grand paquet, on est capable, et c'est ce qu'a fait mon collègue Jean Besse, de vous reconstituer, en le mettant en position correcte par rapport au nord et au sud, le balai des continents, l'éclatement de la fameuse Pangée de Wegener depuis 260 millions d'années. Vous avez à nouveau un dessin animé que je vais vous montrer, qui va aller relativement vite. Je pourrais le remontrer dans la discussion si quelqu'un a une question particulière. Vous avez donc le compteur de millions d'années en bas à gauche. Vous voyez ici comment était la fameuse Pangée de Wegener il y a 260 millions d'années à la fin de l'ère primaire ou paléozoïque. Et vous allez voir comment, dans ces 260 millions d'années, ce continent éclate, se fragmente, se fracture, dérive, recollisionne. Bon, comme en un seul passage du dessin animé, vous ne pourrez pas suivre tout. Moi, je vous conseille de suivre un des événements les plus importants, qui est le sort de l'Inde. Donc, je mets ma petite main ici sur l'Inde. Suivez un peu la façon dont elle éclate et se sépare dans un premier temps avec Madagascar de l'Afrique. Puis elle se sépare de Madagascar, de l'Antarctique et de l'Australie. Elle grimpe vers le nord, elle entre en collision avec ce qui va devenir l'Eurasie, qui, vous voyez là, n'est pas encore formé. Bon, vous reconnaissez à peu près la plupart des blocs continentaux, mais il y a quand même un certain nombre de zones qui ont suffisamment changé pour que ce ne soit pas forcément facile. Je lance le dessin animé, vous allez voir
s'ouvrir. Alors en rouge, il y a d'autres choses dont je vous parlerai après, c'est des grandes éruptions volcaniques. Voilà, vous avez l'océan Atlantique central qui s'ouvre, vous allez voir l'Afrique se séparer de l'Amérique du Nord. Puis vous voyez l'Inde et Madagascar sont partis de l'Afrique. L'Afrique à son tour se sépare de l'Amérique du Sud. L'Inde commence son grand mouvement vers le nord. L'Asie, entre-temps, s'est assemblée. On n'a pas eu le temps de regarder comment ça se fabriquait. Et pan, vous avez cette collision qui expulse l'Indochine. Vous avez l'ouverture de la mer Rouge et du golfe d'Aden qui viennent de se faire, et en même temps la collision dans les monts du Zagros en Iran qui vient de se faire. Bon, et on n'a pas redessiné l'Amérique centrale parce que c'est un tout petit cordon ombilical qui n'existait pas autrefois et qui n'existera plus. Fondamentalement, l'Amérique du Nord et du Sud sont des continents séparés, et le petit cordon des États de l'Amérique centrale entre le Mexique et le Venezuela est très sismique, très volcanique et sera très temporaire. Maintenant, je vais balayer forcément en accélérant un peu des sujets qui sont plutôt destinés à orienter vos intérêts et vos questions éventuelles, puis c'est vous qui choisirez. Je vous ai dit tout au début qu'il y avait un tremblement de terre en plein milieu de l'océan Pacifique. Et là, vous voyez ici la topographie des fonds océaniques. Vous voyez qu'en fait, l'océan Pacifique, quand on enlève l'eau, est constellé de zones de fracture linéaires que vous voyez dans la partie est de ce bassin océanique. Il est également constellé de volcans sous-marins, de montagnes, et en particulier le volcan d'Hawaï, extrêmement actif. C'est là que s'était produit le tremblement de terre que je vous montrais tout à l'heure. Et vous voyez que à gauche, c'est-à-dire à l'ouest de ce volcan d'Hawaï, vous avez une ligne de montagnes sous-marines qui grimpe jusqu'à ce que vous arriviez dans cette région de la zone de subduction du Kamtchatka et des Aléoutiennes, où apparemment cette ligne de volcan est en train de s'enfoncer pour retourner par subduction au sein du manteau. Eh bien, ces tremblements de terre et ces volcans-là, qui sont situés loin de toute frontière de plaque, on est en plein milieu de la plaque pacifique, c'est ça le grand élément qui manquait à la tectonique des plaques. En faisant de la sismologie, de la tomographie sismique, je pense que Pierre Cardin vous en parlera dans 15 jours, on est capable de regarder ce qui se passe sous nos pieds. Vous avez ici en haut une carte géographique assez inhabituelle, c'est l'océan Atlantique, mais au lieu que le nord soit en haut, il est à droite. Et donc vous reconnaissez maintenant le Groenland à droite, la joue de l'Afrique au centre en bas, et puis vous descendez jusqu'à l'Atlantique Sud. La dorsale est marquée en vert, et en rouge, je vous marque l'Islande. L'Islande est un autre point chaud, un autre volcan analogue à ce volcan d'Hawaï, et vous voyez en dessous une coupe des propriétés de la Terre. J'insiste pas quelles sont ces propriétés, mais en gros, quand les couleurs sont chaudes, ça veut dire que c'est chaud. Et donc les couleurs marron que vous voyez, c'est les zones où le matériau est en fusion, et en particulier sous l'Islande, vous voyez pénétrer une profonde colonne jusqu'à 700 km de profondeur qui vous montre qu'il se passe quelque chose d'autre, qui est du matériau qui a l'air d'arriver comme un panache des profondeurs. C'est la même chose qui se produit sous la Réunion. Ici, vous avez un zoom sur les volcans de l'océan Pacifique qui vous montre qu'on a été capable par dracage de les dater tous, et la progression de leurs âges est régulière. Hawaï, qui est en bas à droite, est à l'âge 0, il est actif actuellement, et quand vous remontez, et les noms des volcans vous sont donnés entre parenthèses sur les rectangles jaunes, vous avez des volcans vieux de 1, 2, 7, 10, 30, 40, 50, 65, 70, tout au nord, c'est 75 millions d'années. Vous voyez que ce point chaud, cette brûlure, a fabriqué des volcans sous la plaque pacifique, et donc vous voyez qu'il s'est produit quelque chose qui vient des profondeurs, que la plaque pacifique, comme je le montre maintenant avec mes mains, a dérivé au-dessus de ce point chaud, qui était comme une espèce de bec Bunsen, qui a brûlé, laissé une trace, et cette trace nous marque le mouvement de la plaque pacifique par rapport à ce point chaud. Ces points chauds, on en a découvert un certain nombre dans le monde. On vient de parler, il vient de s'illuminer en rouge d'Hawaï. On a parlé, je vous l'ai montré tout à l'heure, de l'Islande. Un autre qui est très important pour nous et qui est un département français, c'est la Réunion. C'est un volcan de points chauds actif actuellement. Et il y en a d'autres. Tristan da Cunha au sud de l'Atlantique, Kerguelen au sud de l'océan Indien. L'Afar, qui est celui qui a ouvert la mer Rouge, l'océan Indien, et donné naissance au volcanisme d'Éthiopie. Et ce que je voulais vous montrer sur cette carte, et c'est une des frontières de nos recherches, c'est que ces points chauds que n'expliquait pas la tectonique des plaques, ils sont liés par des pointillés à des grandes zones de volcanisme exceptionnelles qui sont les taches noires. Il y en a une dizaine à la surface du globe qu'on appelle des trappes. Ces taches noires, elles affleurent, elles sont sur les continents la plupart du temps. Ce sont d'énormes empilements de plusieurs kilomètres de coulées de lave. Ici, c'est une vue de ces laves sur plus de 700 mètres d'épaisseur dans la région du Décan en Inde. Et
On a pu montrer beaucoup de choses à propos de ces trappes. Ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais c'est un de mes sujets de recherche favoris. On a pu montrer que chacun de ces trappes correspond à l'âge des extinctions en masse des espèces. Et on vient la semaine dernière de découvrir un trappe vieux de 500 millions d'années qui montre que cette corrélation marche pour toute l'ère primaire, toute l'ère secondaire, toute l'ère tertiaire et quaternaire. Et donc maintenant, toutes les grandes extinctions, on sait qu'elles correspondent à ces grands épisodes volcaniques qui doivent empoisonner le climat au point de faire mourir les espèces en masse. Mais ça, c'est une conférence séparée en soi. Ce qui est plus en rapport avec ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on a montré que ces trappes, eh bien, c'est eux qui marquent l'ouverture des bassins océaniques. Si vous refermez la Pangée de Wegener, comme vous le voyez ici, il y a 250 millions d'années, et que vous mettez la trace de ces grands volcans, ce que j'ai fait ici en rouge, eh bien, vous voyez que vous avez au milieu une grande province volcanique qu'aujourd'hui on retrouve au Venezuela, en Afrique et en Amérique du Nord, et même, je ne l'ai pas assez bien dessinée, elle va jusqu'en Espagne. On a retrouvé des traces de lave de cet âge-là en Espagne. Eh bien, c'est elle qui précède, il y a 200 millions d'années, l'ouverture de l'Atlantique central. Au sud, vous voyez une deuxième tache rouge, ce sont les trappes du Paraná en Amérique du Sud et d'Etendeka en Afrique. C'est sur ces trappes que coulent les chutes de l'Iguassou, qui sont un site touristique très connu et très splendide, où l'eau coule sur ces immenses épaisseurs de lave. Eh bien, ces laves marquent l'ouverture de l'océan Atlantique Sud, il y a 130 millions d'années. Enfin, les trappes du Groenland, qu'on voit également affleurer pour ceux d'entre vous qui avaient fait du tourisme dans le nord-ouest des îles britanniques, affleurent dans l'île de Skye, l'île de Rome et tout au nord de la frange de l'Irlande et de l'Écosse. Eh bien, ce volcanisme s'est formé il y a 60 millions d'années. Il marque l'ouverture de l'océan Atlantique Nord. Donc vous voyez que notre océan Atlantique et ses trois grands bassins, central, sud et nord, c'est tout simplement la mémoire du point d'impact à la surface de la Terre de trois grands trappes qui marquent l'ouverture de ces frontières. Une fois que cette ouverture est faite, le système s'ouvre gentiment, comme vous l'avez vu, ça continue, mais ça garde le souvenir de la localisation de l'endroit où ça a cassé en premier. Et on peut montrer que dans l'océan Indien, je ne l'ai pas montré ici en bas à droite sur cette figure, la même histoire se reproduit. La géographie des grands bassins océaniques, c'est la mémoire des points d'impact des grands trappes, et c'est donc le même moment que les moments des grandes extinctions. C'est un couplage assez joli entre la géographie du monde, les sciences de la Terre profonde et l'évolution de la biosphère et de nos espèces. Un point important, c'est de savoir quel est le moteur de cette tectonique des plaques. Je pense que Philippe Cardin vous en parlera. Ce moteur, c'est la convection. Et dans ce dessin animé dû à Machtel, vous voyez, je pense que Philippe vous le commentera plus avant, comment on peut traiter à l'échelle des temps géologiques ce matériau avec des expériences ici faites par ordinateur et dans certains cas faites dans des cuves avec des fluides qu'on met à l'échelle de façon convenable et dans lesquels on voit se former des champignons ascendants et des zones qui descendent. Et on voit bien ici que la Terre est faite de deux morceaux, un manteau supérieur et un manteau inférieur, qui sont découplés. Et un problème frontière de la géophysique d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment le mouvement du manteau inférieur et du manteau supérieur sont couplés entre eux et comment ils s'affectent l'un l'autre. Une autre question, c'est de savoir ce qu'il y avait avant la Pangée de Wegener. Eh bien, on a réussi, ça c'est les géologues qui font ça, parce que l'information océanique, je vous l'ai dit, elle a disparu. Ils ont retrouvé 3 Pangées pour l'instant. La Pangée de Wegener, qui a existé de 340 à 200 millions d'années. Avant cette Pangée, une Pangée qu'on appelle la Pangée panafricaine, qui existait vers 540 millions d'années. Encore avant, un autre assemblage des continents qu'on a appelé Rodinia et qui a existé de 1000 à 700 millions d'années. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une histoire de la dérive des continents. Tout ce qu'on vous raconte, c'est le dernier épisode. Mais pour faire la Pangée, il a fallu agglomérer des continents qui avaient été éclatés d'un ancien et d'un ancien et d'un ancien. Et ces grands cycles de 300 à 500 millions d'années, ils ont été suggérés à nouveau par ce grand géologue qui était Uzo Wilson, et on leur a donné le nom de cycle de Wilson. Et j'illustre rapidement, là c'est pas un dessin animé, c'est moi qui vais vous montrer une séquence de quelques images, le passage de l'avant-dernière Pangée à la dernière Pangée, entre 600 et 300 millions d'années. Vous allez avoir plus de mal à reconnaître où sont les continents. Là, il y a 600 millions d'années. Par exemple, au milieu en bas, vous reconnaissez à l'envers le Groenland en vert pâle. Du coup, vous reconnaissez en orangé à côté la Scandinavie. Et puis, vous devez reconnaître à gauche en jaune le nord du Canada avec les grands lacs. Et bien, petit à petit, vous pouvez retrouver un certain nombre de formes. Tout à fait à droite, en violet, vous voyez l'Inde. Où était le morceau qui deviendra l'Inde? C'était le continent d'avant, ce qu'on appelait la Pangée panafricaine. Et puis vous voyez, elle a éclaté il y a 530 millions d'années. Il y a des morceaux qui sont partis dans tous les coins, qui se sont baladés. Le continent a éclaté en deux. Puis ces morceaux se sont rassemblés il y a 430 millions d'années. Il y a 360 millions d'années, ils étaient pratiquement rassemblés. Et, pardon, je reviens en arrière, il y a 300 millions d'années, on avait fabriqué en gros la Pangée de Wegener. Vous voyez ici qu'à aucun moment, il n'y a qu'un seul continent.
il y a un grand rassemblement, puis il y a toujours des petits morceaux qui sont en train de commencer à s'arracher dans un coin ou qui sont encore en train d'arriver dans un autre coin. Donc l'idée d'un vrai continent unique qui rassemble tout à un moment donné, c'est une simplification. Les plaques sont en mouvement permanent, mais manifestement, elles oscillent en grand cycle entre des moments où elles sont plutôt rassemblées et des moments où elles éclatent plutôt, et c'est le moteur interne qui nous permet de comprendre pourquoi. Puis je vous ai dit qu'on pouvait prévoir le futur, alors on s'est mouillé, et toujours mon ami Jean Besse a préparé ce dessin animé qui vous montre ce qui va se passer dans les 30 prochains millions d'années. Au-delà, ce n'est pas très raisonnable d'imaginer que les mouvements resteront les mêmes. Ce qui est souligné en rouge ici, c'est pour attirer votre attention, c'est les endroits qui vont le plus changer. À gauche, à l'ouest, vous voyez la Californie en rouge, vous l'avez déjà vu, c'est ce morceau d'aiguille du Pacifique qui va filer vers le nord, donc j'attire pas trop votre attention dessus. Au centre, vous voyez la région de la Turquie, de grands tremblements de terre se produisent en Turquie, la faille nord-anatolienne est une faille transformante, complexe. Le tremblement de terre d'Izmit qui s'est produit dessus il y a quelques années a été meurtrier. Mes collègues de l'Institut de physique du globe de Paris, en particulier Jeff King et Paul Taponnier, qui viendra vous voir à la fin de cette séquence, ont prédit avec quasi-sûreté un tremblement de terre majeur pour dans les années, aux dizaines d'années qui viennent, mais probablement bientôt. Et il se trouve que là, on a un rare cas où on peut prédire, je pense que Paul Taponnier vous le dira, la séquence se déplace depuis 100 ans d'est en ouest, et le prochain, il est pratiquement sous Istanbul. Et il ne fera pas 10 000 morts, il fera des centaines de milliers de morts si rien n'est fait, comme ça risque d'être le cas. Donc, où est la prochaine catastrophe? Où sont les prochaines catastrophes? On sait très bien le dire. C'est hélas un peu comme les banlieues nord de Paris en ce moment. Hein. Il y a un certain nombre de gens qui font l'analyse à temps. Le problème après est d'en tirer les conséquences dans le long terme. Et puis à droite, vous voyez le morceau qui va le plus changer, c'est l'Asie, qui sous le coup de l'Inde, qui continue à avancer, continue à s'écraser, à se déformer. Enfin, une quatrième zone qui n'est pas encore marquée en rouge, c'est l'Australie. L'Australie, c'est l'Inde actuelle. L'Inde, vous l'avez vu autrefois, elle avait traversé l'océan Indien. Eh bien, l'Australie est en train de grimper vers le nord. Elle est déjà entrée en collision avec la grande île de Papouasie-Nouvelle-Guinée et elle va entrer en collision ensuite avec la Chine. Le prochain Tibet, c'est la collision de l'Australie avec la Chine. Donc, regardez plutôt cette partie-là. Vous allez aussi voir s'ouvrir l'océan Golfe d'Aden, mer Rouge. Et donc, je lance le système. Vous allez voir le temps actuel s'écouler en millions d'années. Voilà, vous voyez l'Australie qui grimpe. Ça y est, elle entre en collision, elle écrase toute l'Indochine. Et on s'arrête là, mais elle écrasera un jour la Chine. Vous avez vu comment toute une partie du continent asiatique est sortie de 1000 km vers l'est. Vous avez vu le golfe Persique se refermer complètement. La Méditerranée va se refermer en partie, et en particulier le passage Espagne-Gibraltar devrait être complètement fermé, et la Méditerranée donc s'évaporer puis disparaître. Bon, il y a d'autres choses qui se passent, je vous laisserai le soin de les découvrir, et comme j'ai été un peu long et qu'il faut que nous parlions et que je vous laisse vous exprimer, je m'arrête là. Merci.